Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma en effectif réduit mais de qualité. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et nous nous sommes précipités pour aller voir ce film à la publicité duquel on ne peut pas échapper, qui est La La Land. Déjà, d'ailleurs, le titre, je trouve, est d'un cuculapraline parfait. C'est-à-dire la traduction, c'est quoi le land, hein, c'est évidemment le pays. Oui. Lala, c'est la musique. C'est pour moi aussi le blabla. Donc c'est le pays de la musique et du blabla. Et je pense que c'est quand même un titre pour les enfants de moins de 2 ans. Et déjà, à 3 ans, je pense que... Alors, la presse est unanime sur ce film. Tout le monde l'aime, à part peut-être Criticat et un ou deux médias de 75e zone. Bon, je dois dire que c'est un film qui, pour moi, est un film de parfait marketing, c'est-à-dire que c'est un film qui est fait pour avoir un bon avis média et pour plaire au plus grand nombre. Et c'est ça, vous avez raison, c'est ça le problème d'un objet donc, qui n'est pas un objet artistique, c'est quand c'est un objet marketing, comme 99% des films qui sortent. Alors en fait, c'est un film qui est assez déroutant parce que racontez peut-être le thème. C'est un film dont le fabricant, serais-je tenté de dire, le producteur, est celui qui avait fait Whiplash. Vous savez, ce film sur le jazz que j'avais beaucoup aimé, je pense vous aussi. Et d'ailleurs, on voit des influences jazz dans ce film qui sont absolument évidentes. Alors en fait, c'est un film qui se place à Los Angeles. C'est un Français, qui est français. Ça se passe aujourd'hui, en tout cas de nos jours. Et on suit en parallèle 2 personnages. Non, ça se passe un petit peu plus tôt. Enfin, ça se passe il y a peut-être quelques années. La date n'est pas tout à fait précise. La mode des filles est très en même temps, elle roule en Toyota Prius, donc une voiture qui n'est pas si vieille que ça. Bon, peu importe. Vous voyez comment on voit les choses différemment. Ah bah, il y a tellement de Toyota Prius. Vous voyez les marques de voitures et moi, je vois c'est-à-dire qu'il y a tellement de Toyota Prius dans ce film, je pense qu'on pourrait même reciter le nom Toyota Prius. Il y a certainement un placement produit extraordinaire. Sûrement. Et j'aimerais savoir combien Toyota a donné à ce film, qui est un film dit à petit budget, c'est-à-dire à 30 millions de dollars, ce qui est très très faible par rapport aux gros films hollywoodiens en général. Donc on suit 2 personnages en parallèle, une fille, un garçon, qui vont former un couple. Elle est une actrice en devenir, c'est-à-dire qu'en fait, elle est serveuse dans un café, mais elle passe des castings à longueur de journée. Parce qu'elle travaille à Hollywood. Parce qu'elle travaille à Hollywood. Elle est à la cafétéria des cinémas, des studios de cinéma. Et donc, elle voit passer les actrices perchées sur leurs hauts talons. Avec leurs lunettes de soleil et leurs lunettes de soleil et ce maquillage extraordinaire. Et elle rêve, à qui la direction offre le café, d'ailleurs. Donc, elle voit rêver ces femmes et elle se dit, j'en serai une plus tard. Déjà, on se dit que l'ambition est quand même limitée. Oui, c'est pas faux. Bon, et puis on suit en parallèle un personnage qui, à mon avis, est plus intéressant, qui est donc le héros masculin, qui lui est une sorte de musicien un peu raté, un peu rêveur, qui souhaite ouvrir un club de jazz comme on n'en fait plus. Sachant que son mythe est devenu un bar à tapas ou à sangria, enfin quelque chose de cet ordre. Et donc son rêve est là, et évidemment, toute la question c'est comment faire pour y parvenir, et puis donc les 2 vont se rencontrer, tomber amoureux, s'ensuit une histoire d'amour sur laquelle on pourra revenir, et qui en fait s'inscrit dans sa construction comme toutes les grandes histoires d'amour hollywoodiennes des années 60. Et pour moi, ce film, c'est un peu un panaché entre, une comédie musicale et dansante. Ça danse et ça chante beaucoup. Voilà, donc c'est Chantons sous la pluie, c'est Les Demoiselles de Rochefort, tout ça est assez évident, c'est même tellement évident que ça en devient lassant, parce qu'en définitive, le niveau du chant n'est pas exceptionnel, le niveau de danse non plus, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les films américains des années 50 et 60, et c'est assez long. L'histoire d'amour, c'est très convenu, il la suit, il tombe amoureux, il l'emmène, non, c'est elle qui le suit. C'est elle qui le suit. Enfin, ils se dragouillent un petit peu mutuellement. Tout ça est très gentillet. Ils vont voir un vieux film, donc le vieux film, le vieux jazz. Et puis ils vont sur le lieu où a été tourné un des vieux films, qui était La Fureur de vivre. Et bon, ils vont c'est un éloge à Hollywood. Pour la première fois, c'est un éloge à Hollywood. De la première à la dernière image, c'est un éloge d'Hollywood. Alors, je dois dire que le film est très déroutant parce que la première image, pour moi, est très tati.
C'est-à-dire qu'on est sur une autoroute en arrivant à Los Angeles. Et puis une autoroute suspendue. Et tous les personnages sortent de voiture et se mettent à danser, chanter, etc. Il y a un embouteillage, il n'y a rien à faire d'autre et ils se mettent à danser. Et à chanter, voilà. C'est presque high school musical, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, la seule différence entre des comédies pour adolescentes prépubères et pour vieilles dames, c'est que là, on aime le vieux jazz et les vieux films, mais à l'exception de la différence musicale, il n'y a finalement pas tellement de différence. Donc je veux dire que la première partie du film est plus dragouille, mythe d'Hollywood, et puis chant à n'en plus finir, mais qui n'apporte en définitive pas grand-chose. Là, c'est pour public ado. C'est pour public ado. Je pense que c'est le moment, c'est-à-dire la partie séduction, qui, je veux dire, est une partie assez ennuyante, en tout cas que je n'ai pas du tout aimée, et surtout dont le contenu est très faible. Elle est très convenue. Et qui, voilà, encore une fois, le niveau des chants, le niveau de la danse n'est pas là. Enfin, manifestement, on a connu. Est-ce que vous avez retenu une mélodie? Non. Je n'en ai pas retenu. À l'exception de la petite phrase musicale qui est composée par le héros, qui est un peu l'élément de trame de fond. Voilà, mais en fait, tout ça est quand même assez faible. Enfin, on n'est pas dans Gene Kelly, enfin, on n'est pas dans les grands succès hollywoodiens ou qui, pour le coup, ont marqué leur époque. On est vraiment dans des succès d'années de vus et déjà vus. Néanmoins, il y a quand même des bons côtés dans ce film, et en particulier cette petite musique qui est en fait la musique qui incarne le moment de la séduction ou de la perception de l'amour. Et de la mélancolie. Et de la mélancolie. On ne dit pas la fin. Je ne dis pas la fin, mais en plus, c'est un film qui finit pour moi mal, qui est très mélancolique. C'est-à-dire que typiquement, quand on voit cette affiche, on s'attend à une histoire d'amour formidable, tout ça est très convenu. Il y a notamment... C'est curieux parce que la publicité nous dit on en sort heureux, on en sort gai, on en sort plein d'énergie. Moi, je trouve que ça casse plutôt les gens. Peut-être parce que j'y suis allé un mardi soir, mais en tout cas, moi, j'en suis sorti, je dois dire, avec un gros coup de bourdon, en me disant finalement, on nous serine pendant 2h08 des petites abeilles qui volent, des filles avec des petites jupes, des soirées californiennes, pour en définitive avoir une fin qui est quand même un peu tristouille et même un peu mi-figue mi-raisin, parce qu'on ne sait très pas mélancolique. On n'en parle pas, mais très mélancolique. Et puis, alors avec des scènes d'un convenu, typiquement, donc une des premières scènes, on voit donc notre héroïne qui va servir une actrice qu'on voit de dos, elle lui sert son café. À la fin, elle-même devient une actrice très connue. On a exactement le même plan. Qui est sur ses échasses et qui rentre dans le café. Et tournée de la même manière. Qui repart dans une voiture électrique conduite par un homme, par un chauffeur. C'est ça, et qui donne elle aussi le pourboire. Enfin, c'est la même scène, la seule chose qui change, c'est l'actrice et sa robe. Mais en fait, c'est tellement convenu que ça en devient lassant. Et en définitive, ça a certes un peu de charme parce que voilà, c'est rafraîchissant. Parlons de la vie de notre ami Frédéric Pic, que j'ai interrogé avant son départ. Il est, comme nous, il trouve que c'est beaucoup trop long, comme nous, que les danses ne sont pas exceptionnelles, les chants non plus, mais qu'il y a un certain romantisme de l'histoire. J'en suis au début, en tout cas, oui, mais j'en suis pas si d'accord que ça. Et que voilà, cela plaît à une sorte de public. Mais moi, je trouve que c'est un film pour gens très jeunes. Alors moi, je pense que c'est un film qui est marketé un peu tous les publics, parce qu'effectivement, les gens jeunes peuvent s'y retrouver, les plus vieux âgés peuvent s'y retrouver, parce que ça leur rappelle. En fait, c'est un film qui évoque les souvenirs. Vous savez, c'est comme ces bonbons qui évoquent les saveurs d'antan. Oui. Bon, là, déjà, vous commencez, on vous dit que c'est tourné en Technicolor. Vous voyez certains effets cinématographiques qui sont évidemment repiqués sur les cinémas des années 50 et 60. C'est une vision du Hollywood un peu mythique et des studios. On est loin des films d'action avec des flics qui se poursuivent et qui font exploser 18 voitures sur une aire d'autoroute. Vous voyez, on est dans quelque chose d'assez beau. Ça danse, c'est Gene Kelly, c'est les Demoiselles de Rochefort. Ce qui m'a frappé, c'est de voir tous les décors d'Hollywood qui représentent donc toutes les villes du monde, comme tout le rêve l'exige. Mais en fait, tout ça fait très carton-pâte. Oui. Le décor d'Hollywood et le sujet, tout fait carton-pâte. Et l'histoire. Et alors,
Et puis, donc, il y a évidemment cet aspect un peu rétro du vieux film, du jazz, et une histoire qui est finalement assez convenue. Donc, et puis l'éloge, vous avez oublié l'éloge du métissage. Ah, ça, je dois dire que je ne l'avais pas vu. Mais ne pas oublier l'éloge du métissage. Je dois dire que c'est un film qui m'a profondément fatigué. Je m'attendais à quelque chose de vraiment bon. C'est un bon film, indéniablement. Mais la publicité lui fait tort. La publicité lui fait tort, c'est-à-dire qu'on s'attend à un chef-d'œuvre et qu'on arrive sur un film qui est seulement bon. Donc évidemment, quand on s'attend à trouver... seulement bon, je dirais... qui est un film pour adolescents. Je vous trouve un petit peu dur. Oui, mais moi, c'est-à-dire qu'on s'attend à trouver... 2 heures, c'est long. On s'attend à trouver du Chateaubriand et on arrive à Beaumarchais. Plus de ça, toutes les scènes sont télescopées, on les sent venir, on les prévient. Et puis c'est tellement facile, vu, revu. Donc vous savez, je pense qu'il faut quand même aller le voir. Parce que en famille, alors, avec ses enfants. Parce que c'est manifestement un bon film et c'est un film dont on parle tellement, qui est un tel événement, que je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le voir. Néanmoins, pour moi, ça n'est clairement pas un chef-d'œuvre. Et du même type, on peut voir Whiplash, qui, pour le coup, à mon sens, était un grand film. On peut y aller en famille, il n'y a aucune scène de sexe. Non, ni de violence. C'est tout à fait... remarquable pour être C'est même assez rare, il n'y a même pas de gens nus. Non, ils ne sont pas nus, ils sont dans le même lit, ils sont pratiquement habillés. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Alors, vous avez un autre second film que vous vouliez nous présenter, The Constant Husband, le mari presque fidèle. Qui est un vieux film, qui est un film des années 50, de 55, un film anglais, dont le titre anglais est effectivement The Constant Husband, qui est une référence évidente à Oscar Wilde. Et le film français, c'est Un mari presque fidèle, ce qui évidemment n'est pas tout à fait la même chose. Alors en fait, on suit un personnage qui se réveille au bord d'une rivière, alors évidemment quand même en costume, etc., parce que c'est l'Angleterre des années 50, et il ne sait plus qui il est. Donc il arrive chez un médecin, et le médecin se prend un peu de passion pour ce personnage, et le personnage se rappelle d'une chose qui va le mener à Londres. Donc le médecin l'emmène, alors en Bentley bien entendu, parce que on est quand même dans l'Angleterre des années 50, le médecin ne roulerait pas en Austin. Oui, enfin, à l'époque, il roulait en Bentley, maintenant il roule beaucoup plus bas. Maintenant, il roulerait en Toyota Prius, peut-être, justement. Même pas, je crois. Je ne sais pas, toujours est-il que, évidemment, on est quand même dans une Angleterre assez chic. Et il arrive chez une femme qui, découvre-t-il, est sa femme. Bon. Donc, il est très content, et puis on sent qu'il la trouve quand même un petit peu étonnante. Et puis, de fil en aiguille, le film est quand même assez rapide, donc ça va vite. De fil en aiguille, il arrive à reconstituer sa vie. Il se souvient, il trouve dans sa poche une carte qui lui permet d'accéder à une consigne. De cette consigne, il trouve une malle avec ses vêtements, ses papiers, et il s'aperçoit qu'en fait, il a plusieurs vies. Et plus que plusieurs vies, parce qu'il a même plusieurs femmes. Et qu'en fait, il épouse des femmes, semble-t-il, en étant gigolo. Et donc, manifestement, il se répugne un peu, se demande ce qu'il faut faire. Il en retrouve une. Parce que le début de l'histoire, ça ressemblait à une pièce d'Anouilh, le voyageur sans bagage. Et absolument, mais sauf que là, c'est l'homme et ses femmes. Et donc on arrive dans cette seconde partie du film, qui est la partie où en fait il se décide, puisqu'il est revenu à zéro, à s'amender et donc à trouver une issue, trouver une issue à cette vie, disons, de débauche, ou n'en choisir aucune, mais en tout cas, il se dégoûte. Alors, je vous passe les passages avec le médecin, etc. Vous ne dites pas la fin. Mais donc, il y a des scènes assez truculentes, où toutes les femmes sont évidemment très élégantes, mais il y a la photographe un peu artiste, il y a l'italienne un peu tyrannique, enfin, tout ça est presque caricatural, jusqu'au jour où il se fait toper par la police pour polygamie. Et s'ensuit le moment qui... Vous je raconte les grandes lignes, je ne raconte pas la fin. Les grandes lignes seulement. Et donc arrive le procès. Le procès où il est poursuivi, bien entendu, sauf que toutes les femmes sont de son côté. Ces 7 femmes le soutiennent, arrivent, lui portent en prison chacune un plateau avec sa nourriture, etc., pour chacune essayer de l'avoir pour elle. Bien entendu, récupérer son mari contre toutes les autres. C'est quand même il a même une avocate femme qui le défend et qui tombe amoureuse de lui.
À tel point, je pense qu'on peut quand même raconter la fin parce que c'est un film très savoureux, à tel point que donc l'avocate lui dit mais vous êtes innocent, simplement vous êtes innocent, c'est toutes ces femmes qui vous courent après. Et il en a tellement assez d'avoir toutes ces femmes qui lui courent après qu'en définitive il préfère plaider coupable et aller en prison pour se débarrasser de ces femmes. Et quand il sort de prison, il y en a plusieurs encore qui l'attendent. Et donc évidemment tout ça est assez savoureux, mais c'est extrêmement misogyne puisqu'évidemment on aborde le sujet de ce type dont au début on perçoit quand même qu'il est gigolo et qu'il vit clairement au crochet des femmes qui l'entretiennent, hein, qui sont d'ailleurs toutes, à l'exception de l'italienne, assez riches. C'est la fille d'un baronnet ou d'un propriétaire terrien, ça n'est jamais la lessiveuse. Hein, et toutes sont belles, toutes sont élégantes. Enfin, vous voyez, on est quand même dans une vision très caricaturale. Mais en fait, cet homme qui est donc un gigolo patenté, qui vit au crochet de la société et qui ruine la vie de ces femmes, eh bien, dans cette Angleterre totalement misogyne des années 50, et c'est peut-être l'originalité du film, ça n'est pas de sa faute. En fait, ce sont les femmes qui le poursuivent, et lui, qui est un homme profondément bon, tombe amoureux, accepte par pure magnanimité, de les épouser en vivant à leurs frais, mais c'est un juste retour des choses pour tout cet amour qu'il leur donne, à tel point que c'est lui la victime. Et c'est quand même extraordinaire, le gigolo est la victime. C'est très anglais. Donc, il y a un discours qui, évidemment, c'est anglais. est tordu et profondément misogyne. Et néanmoins, c'est un film qui est assez intéressant parce qu'il est plein de charme et on a donc ce personnage voilà, qui s'amende et dont on aime à suivre les aventures assez truculentes malgré tout. Merci beaucoup, Maxime. Donc, un mari presque fidèle. The Constant Husband. The Constant Husband. N'oubliez pas le H aspiré. Un DVD qui vient de sortir et sur un très très bon film qui est La Danseuse. Et cette danseuse, en fait, le sujet du film, c'est une sorte de rivalité entre deux danseuses extraordinaires, Loie Fuller et Isadora Duncan. Donc, tous ceux qui aiment la danse, je crois que c'est un film très, très artiste et très artistique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous, Anne. Nous vous avons évoqué La La Land. Maxime nous a proposé The Constant Husband et La Danseuse en DVD. À très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir Jean Descartes une nouvelle fois. Nous l'avons reçu pour son très beau livre « Le siècle des sacres ». Et nous avons demandé son aide parce qu'il fut un ami de Michel Déon, qui était ce grand écrivain qui vient de nous quitter. Et nous avions envie d'entendre Jean Descartes évoquer ce grand écrivain. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Merci de nous avoir donné cette très belle photo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être présenter cette œuvre ? Alors, je présenterai d'abord l'homme, votre si amitié, vous le permettez. Ou votre amitié. Comment l'avez-vous rencontré ? J'étais journaliste dans le groupe Marie Match et début 1971, je suis envoyé en Grèce à la rencontre de Michel Déon qui avait obtenu le prix Interallié pour les poneys sauvages. C'était une expédition pour le joindre. Je suis parti avec un photographe. C'était à Spetses ? Dans l'île de Spetses. Qui est une île magnifique. Qui est une merveille. Et quand je suis arrivé, son épouse Chantal et lui-même nous ont accueillis d'une façon absolument adorable. Et c'était bouleversant. Il était en train d'expliquer l'Odyssée à ses deux enfants, Alice et Alexandre, devant la mer Égée. Quel plus beau professeur, quel plus beau cadre de vie. Nous sommes devenus très proches tout de suite, au point que lorsqu'il a voulu quitter la Grèce, j'ai loué un été pour ma famille sa maison de Spetses. Donc j'étais dans le parfum de jasmin jusqu'au bout. Alors ce qui était fascinant, c'était de voir un homme qui avait donné congé à la France, depuis la France gaulliste, parce qu'il s'était senti trahi. Comme Anouilh. Voilà, comme Anouilh. Donc il voyageait, il s'était exilé volontairement, il avait publié un pamphlet Mégalonose qui avait été vite étouffé, et il était devenu non pas un errant
c'est le contraire de Paul Morand qui ne tenait pas en place. C'est un homme qui avait besoin de se fixer, mais qui voyageait beaucoup et qui avait déterminé que la meilleure façon d'être immobile, c'est de vivre dans une île. Alors c'était donc Spetse. Il faut savoir que le roman de son enfance, le roman qui l'a le plus marqué, c'est Robinson Crusoe. Oui, Robinson Crusoe. Alors j'étais fasciné de voir devant moi cet écrivain de grande qualité qui venait d'avoir un coup de projecteur formidable alors qu'il faisait partie donc de ce groupe qualifié par Bernard Franck de hussards avec Jacques Lebrun, Nimier, etc. Toute cette équipe de gens contre l'existentialisme et contre Saint-Germain-des-Prés. Oui, il faut rappeler le climat de l'époque. Le climat terroriste intellectuel. Nous avons des écrivains dits de gauche, voire communistes, tranquilles, oui, puisque pour Sartre, tout anticommuniste est un chien, il faut le rappeler. Ce qui a permis à Michel Déon de dire plus tard, s'il revenait, il verrait que la Russie aujourd'hui est un gigantesque chenil. Oui, il avait beaucoup d'humour. Donc c'est un climat où la gauche est très oppressive. Enfin, est-ce que ça a bien changé? Non. Non, mais c'était le terrorisme intellectuel. Donc on a ces gens de grand talent qui sont donc à droite, qui créent ce mouvement dit des hussards qui réagissent et qui tirent leur stylo comme une épée ou comme un sabre. Michel Déon en fait partie. Alors moi, ce qui m'a fasciné, c'était de voir devant moi, et dans ce décor de la mer Égée, l'homme qui avait été secrétaire de rédaction à l'Action française, de Charles Maurras, et qui me parlait de Charles Maurras, et qui parlait en même temps de la Grèce antique, qui avait beaucoup intéressé Maurras aussi. Donc c'était formidable de voir un homme à qui sa fidélité à Maurras avait valu 2 ans d'interdiction de carte de presse à la Libération. Et quand on pense au mot Libération, il faudrait souvent mettre des guillemets. Bon, Michel Déon, c'est le romancier et c'est l'homme d'une génération qui a vécu la guerre et qui en a vu les suites pas toujours brillantes ni glorieuses, contrairement à ce qu'on raconte souvent, et qui a vécu difficilement, donc qui était un proscrit. Alors je dirais que c'est un hussard, mais c'est aussi un mousquetaire, parce qu'il a habité un moment rue Férou, qui est une des adresses d'Athos et de D'Artagnan dans les 3 mousquetaires. Donc le fleuret était pas toujours moucheté. Alors c'est un très grand styliste. Et je me suis amusé avec lui parce que nous descendons le soir boire un inévitable ouzo sur le port et il me dit « Regardez, on dit que les Grecs sont un peuple de marée. Regardez, ils sont tous à bâbord là, ils vont sombrer, il ferait mieux d'aller à tribord, je veux dire à droite. » C'était très drôle. Et Michel était un homme extrêmement fidèle en amitié, qui avait beaucoup d'humour, que l'on présentait comme un pessimiste, un nostalgique. Non, il m'a dit « Je suis à droite et je suis monarchiste, c'est plus simple. » C'est peut-être une utopie, mais j'aime défendre les causes dites perdues. Je n'aime pas les majorités. Les minorités m'intéressent beaucoup plus. Bon. Et nous sommes devenus donc proches. Je l'ai suivi et je le voyais chaque fois qu'il passait par Paris. Ensuite, il s'est installé, on le sait, en Irlande. Et c'est assez extraordinaire parce que sous le ciel irlandais où les nuages, je dirais, galopent aussi vite que les poneys sauvages, il a été absolument adopté par l'Irlande qu'il avait adopté lui-même. Et l'une de ses dernières joies, donc là en décembre dernier, avant Noël, juste après Noël, c'est d'avoir vu l'édition irlandaise de son livre « Cavalier, passe ton chemin ». C'était un homme de cheval aussi, et son épouse est une cavalière émérite, et qui vraiment a donné à l'Irlande, j'allais dire, une nouvelle gloire littéraire, après Joyce, après Yeats, etc., après tous les grands noms. Un homme, Michel, de fidélité. Alors, quand il s'est présenté à l'Académie française, on a dit « Ah, mais lui qui a refusé tous les honneurs, serait-ce une concession ?» Non, c'était pour bousculer un peu la vieille dame du Quai de Conti. Il a été élu au fauteuil de Jean Rostand et il a animé quelques joyeuses polémiques qui ont fait du bien, comme l'a rappelé Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle, sous la coupole, ou avec des gens de grand talent, si vous voulez. Il avait cette qualité, il m'a dit « J'aime toutes les littératures pourvu qu'elles soient belles ». Il était très esthète et
son écriture était d'une grande finesse. Ah oui, c'est un grand styliste. C'est un grand styliste. Pour ceux qui voudraient pénétrer dans son œuvre, je conseillerais, je vous écris d'Italie. Je ne veux jamais l'oublier. Le balcon de Spezze. Le balcon de Spezze, un parfum de jasmin. Bon, bien sûr, on a le taxi mauve. Et puis alors, quand on veut parler du voyageur, bagage pour Vancouver, ça donne déjà, c'est un billet de première classe pour le rêve. Oui. C'est un homme qui a eu beaucoup de succès, à qui évidemment l'intelligentsia officielle a reproché son talent d'abord, puis son succès. Et puis son refus de condamner Maurras. Absolument, il est resté fidèle et l'a défendu. Comme s'il fallait condamner Maurras. Oui, absolument. En 2017. Il l'a défendu jusqu'au bout. Ouais. Et voilà, ce sont des exemples de fidélité. C'est le contraire de l'opportunisme. Ce sont des gens de courage aussi, parce que Michel a vécu des moments très difficiles à cause de ses prises de position. Et c'est bien simple, quand on n'était pas intellectuel, lié au temps moderne et à un certain Saint-Germain-des-Prés, on avait tout faux. Alors, ce qui est drôle, le clin d'œil de l'histoire, c'est que la messe à sa mémoire a été dite à Saint-Germain-des-Prés, justement, mais à Saint-Germain-des-Prés qui a pas mal changé depuis, où Jean d'Ormesson a été, comme d'habitude, brillant en rappelant la fidélité à Maurras, grand poète, ce qui s'est permis une transgression, et où le prêtre a évoqué avec beaucoup de, je dirais, d'originalité un événement que j'ai vécu médiatiquement. Il a évoqué le protocole des Habsbourg dans la crypte des Capucins, où on n'entre pas en donnant tous ces titres et dignités et honneurs. Non, on entre à la troisième fois quand on est simple pécheur ou pécheresse qui entre dans le royaume du Christ. Et c'est ce que j'avais couvert pour les funérailles de l'impératrice Zita, le 1er avril 89. Et c'est ce que Michel voulait, la simplicité. Il l'avait dit, et sa fille l'a confirmé. C'est très beau. Michel Déon, c'était l'élégance de la simplicité. C'est un homme très simple. Très simple. Très direct et très... Comme tous les grands. Et très franc, comme tous les grands, bien sûr. Alors, moi, je me suis intéressée aux livres qu'il aimait. Oui. Quand on connaît les lectures d'un homme, on le connaît mieux. Bien sûr. Et eh bien, il aimait donc Stevenson, nous l'avons dit. Conrad. Il aimait Conrad. Conrad, bien sûr. Un autre, La princesse de Clèves. Oui. Avec toute sa finesse psychologique. Et Valérie Larbaud. Bien sûr, oui, Barnabou. Alors ça, c'est déjà l'indication du voyage. Michel pensait qu'il y avait deux sortes de voyageurs, le voyageur immobile à la Macorlan, bien sûr, et le voyageur qui sait observer, donc qui sait prendre des notes, mais pas l'homme pressé. Je réinsiste à la Morand, qu'il admirait, bien sûr, parce que Morand a des fulgurances d'écriture fabuleuses, l'homme pressé, mais un homme qui aimait les habitudes du pays où il allait. Oui, il a une capacité à sentir une atmosphère. Une atmosphère, et donc quand il parlait de la Grèce, c'était la Grèce, quand il parlait de l'Irlande, c'était l'Irlande, le Portugal, c'était vraiment le vrai Portugal. C'était un formidable journaliste en même temps qu'il avait été. Mais il avait un pouvoir fou sur ses lecteurs. Moi, je suis allée à Spezze après avoir lu les livres de Michel Déon. Oui, absolument. J'ai relevé cette citation que je trouve très belle et qui le représente bien. C'est dans un taxi mauve. Et il parle d'un de ses héros. Il distribuait à la folie des biens qui ne laissent pas de traces. La générosité, la bonté, le courage, la gaieté, l'intelligence de la vie. Ah oui, c'est bien. Ça lui correspond. Et il y avait quelque chose de très intéressant chez Michel, c'est que si on ne le connaissait pas, si on voyait superficiellement, à cause de ses voyages, avant qu'il ne se fixe, on pensait qu'il allait partout très vite. Or, c'était un homme qui n'était pas du tout pressé et qui prenait le temps d'écrire, le temps de réfléchir. Je dirais qu'il y avait il donnait l'impression, si on ne le connaissait pas, de courir partout. Ce n'était pas du tout ça. Il prenait son temps et je dirais, il allait en avant calme et droit sur son cheval. Cette vie consacrée à l'écriture. Une vie
consacré en permanence à l'écriture, à la discipline de l'écriture, avec l'imagination du romancier, sa sensibilité sur les personnages, sur les sentiments. Il y a vraiment des pages superbes chez Michel Déon, magnifiques à lire et à relire. Et il y a la fidélité d'un homme à ses idées, à son idéal et à l'amour d'une France qu'il trouvait bien trahie et bien bousculée. Oui, vous avez raison, vous l'aviez dit au départ, quand il vit dans des îles, c'est qu'en effet, le jeu mondain l'intéresse assez peu. Donc, vivre en France, lui forcer, lui contraint à mener cette vie, donc étant dans les îles grecques ou les îles en Irlande. Ce qui était très courageux. Ce n'était pas un expatrié, c'était un exilé volontaire qui souffrait d'ailleurs de ne pas reconnaître son pays et de voir qu'on coupait la mémoire de son pays, on l'abandonnait, on la falsifiait. Alors, Miguel Honoz, parce qu'on doit le trouver sur Internet, ce vieux livre. Je ne sais pas, mais c'était un pamphlet contre le général de Gaulle. Bon, c'est assez intéressant parce que ce pamphlet, on a cru que Michel Déon allait menacer le général de Gaulle ou la France gaulliste. Il a été interdit tout de suite par les services officiels. Donc, Michel a été convaincu qu'il fallait quitter cette France où on ne pouvait rien dire. Car il était très important pour lui qu'un écrivain fût libre. Voilà, un écrivain doit pouvoir écrire, et c'est là où il s'est opposé évidemment au goulag stalinien, y compris sur les écrivains, sur les auteurs, où il a été un anticommuniste sincère et efficace. On l'a vu, il l'a dit à l'Académie. Et je dirais que jusqu'au bout, la dernière fois que j'ai vu Michel Déon, c'était un peu plus de 2 ans, un prix des Hussards, un jury du prix des Hussards dont je fais partie, a été constitué par Christian Millot, avec 2 avocats parisiens qui aiment les vrais auteurs et les vrais livres, c'est-à-dire des gens qui écrivent vraiment leurs livres. Et Michel est venu au déjeuner de ce prix des Hussards, puisqu'il en était un peu l'un des parrains. Et on s'est beaucoup amusé d'évoquer ces années 60-70, qui étaient les années où Nimier, Laurent, époque où on aimait les belles voitures, on allait très vite, où on buvait du whisky, le prêt-à-penser était fustigé. La cigarette. La cigarette, enfin, on menait une vie dissipée, mais on s'amusait, on n'avait pas d'argent, mais on adorait l'existence et ses folies. On n'était pas dans le principe de précaution. Bref, toute une époque qui a disparu, dont Michel incarnait aussi une grande liberté. C'était la liberté de l'écrivain avec le courage qui doit aller avec. Merci beaucoup, Jean Descartes, pour ce très beau portrait de Michel Déon. Je suis sûre que les auditeurs de TV Liberté auront apprécié et se mettront à la recherche des livres de Michel Déon que l'on trouve facilement aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce devoir d'amitié, Jean Descartes, qui vous honore. Chers amis de TV Liberté, à bientôt. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité une artiste extrêmement originale. Bonjour Morgane Ivroy. Bonjour Anne. Vous êtes photographe de grand talent et vos sujets sont les animaux. Et vous faites des portraits qui sont aussi beaux que les portraits des grands de la cour par Philippe de Champagne. Nous nous sommes rencontrés grâce à Jean-Claude Sacerdo, l'auteur de romans policiers excellents.
Comment est-ce que vous est venu vous faisiez de la photo depuis toujours ou J'ai commencé un peu sur le tard, la photographie. Vous avez commencé sur le tard. Et puis, durant mon temps libre, à chaque fois, je m'orientais vers les animaux. Alors, j'ai commencé par les insectes au départ. Les insectes. Et puis... au téléobjectif, alors. J'avais effectivement un appareil macro, mais au départ, j'ai commencé avec un appareil le plus basique qu'il y avait sur le marché à l'époque. Et puis, je me suis amusée comme ça. Mais le problème, c'est que les longs mois d'hiver, je n'avais plus de modèle et je m'ennuyais. Donc, petit à petit, j'ai commencé à m'orienter comme ça vers les animaux un petit peu plus grands et puis vers les animaux de compagnie. Voilà. Et alors, vous avez rencontré là des hommes et des femmes désireux de garder le portrait de leurs animaux. Tout à fait. Alors déjà au départ, moi, je souhaitais réussir à mettre en avant l'animal, mais d'une façon élégante et respectueuse. Voilà, je ne souhaitais pas affubler l'animal de chapeau ou de lunettes, d'un quelconque accessoire. Pas de clownerie. Absolument pas. Je voulais présenter l'animal le plus sobrement possible. Voilà, pas l'animal devenu homme, en fait. Non, transformé en homme. L'anthropomorphisme, non, surtout pas. Non. L'animal dans toute sa beauté. Tout à fait. Parce qu'on est ébloui, vos photos présentent des animaux absolument somptueux. Alors, commençons par, c'est quand même très drôle, Roméo l'iguane. Des gens ont un iguane dans leur Tout à fait. appartement. Alors, ce sont des personnes qui ont un élevage de chats abyssins et l'iguane a son coin à lui et les chats vont le rejoindre ponctuellement pour dormir avec lui. Voilà. Donc, j'ai découvert que cette iguane adorait les câlins. Voilà. Donc, j'ai pu le caresser avant la séance et j'ai attendu un certain temps ensuite qu'il daigne rouvrir les yeux pour pouvoir le photographier. Oui, parce que ça vit les yeux fermés, oui. Ça vit les yeux ouverts, mais là, comme il prenait plaisir à se faire caresser, du coup, il a fallu que j'attende. Ça ronronne, un iguane? Non. J'ai tendu l'oreille, je n'ai rien entendu. Alors, il y a un autre sujet étonnant, c'est Carotte le renard. Carotte, oui, tout à fait. Il était apprivoisé? Semi-sauvage, c'est un renard qui vit donc dans un enclos assez vaste et qui mène sa vie de renard. Voilà. Donc il a été trouvé bébé et puis secouru par une famille. Mais c'est un renard qui reste malgré tout sauvage. Donc c'est vrai que pour cette prise de vue-là, j'ai mis une heure et demie à peu près pour réussir à avoir une photo. Voilà, donc on a été tout en douceur pour réussir à l'apprivoiser. À la capter, oui. Oui. Et alors, bien sûr, un animal de compagnie par excellence, c'est le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde avec croquettes. Ça bouge beaucoup? Pas forcément, mais comme c'est petit, finalement, le mouvement est assez rapide, proportionnellement à la taille. Et ce jour-là, lorsque je suis venue pour photographier Croquette, la surprise a été qu'elle avait mis, je ne sais pas si on dit mis bas aussi, pour un cochon d'Inde. Je crois. Et donc elle avait toute sa portée avec elle qui était là. Et donc j'ai découvert que les cochons d'Inde naissaient tout près. Voilà. Donc prêts à bouger, prêts à se nourrir. Et donc j'ai pu photographier. Il n'y a pas que les cochons d'Inde, je crois, non? Alors moi je pensais que c'était comme les lapins, je pensais qu'il y avait un certain temps d'adaptation. Ou comme les chats. Les chats, les souris, enfin voilà, vraiment je mettais ça dans la même catégorie et pas du tout. Là les bébés cochons d'Inde sont prêts. Sont prêts à l'action. Voilà. Donc j'ai pu photographier Croquette avec ses bébés. Voilà, ce jour-là, les bébés qui avaient une douzaine d'heures. Ah oui, ça c'était fantastique. Les plus jeunes modèles. Oui. Et alors, vous avez filmé aussi des chiens, notamment un setter. Oui, tout à fait. Et ça bouge beaucoup, un setter. Ça bouge beaucoup, sauf quand le maître lui demande de s'installer. Il y a un moment d'incompréhension, lui dit assis, debout, couché. Alors à un moment donné, il ne sait plus, il se couche et il ne bouge plus. Donc après, on capte l'expression qu'il veut bien donner. Et comme je photographie toujours les animaux chez eux, comme ça, il n'y a pas de stress, ils sont tranquilles. Donc finalement, on le prend tel qu'il est. Vous êtes souvent sur la route alors? Souvent, oui. C'est bien. Et puis, un chat.
Jouvette. Alors au départ, la première séance, il y a la découverte et puis j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer après régulièrement parce que je suis devenue amie avec les propriétaires. Et il se trouve que maintenant, quand je vais chez eux et j'installe mon tissu, Jouvette monte d'elle-même et puis se prête à la séance photo, comme ça, naturellement. Et jamais de réaction de peur, d'agression, jamais de... Non, dans l'ensemble, ça va. Les animaux sentent que vous les aimez? Oui, 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 j'ai un bon contact. Hein. C'est vrai que ça passe... Ça passe très bien. J'ai souvent les propriétaires qui sont surpris de voir que j'arrive à avoir un contact assez rapide. Mais je pense que les animaux sentent peut-être l'odeur d'autres animaux aussi avec les tissus que j'utilise peut-être. Oui. Et puis j'ai pas de... Je sais pas, le feeling est là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'ils sentent aussi beaucoup la sérénité de la personne qui est en face d'elle. Oui, je pense. Je pense que c'est un tout. Oui. Et alors, comment techniquement vous... Parce que je suis frappée, tous vos portraits sont d'une lumière extraordinaire. Les coqs, les oiseaux, le rouge de la crête du coq est toujours fabuleux. Alors, je travaille toujours en lumière naturelle. Jamais de flash, jamais quoi que ce soit. Toujours lumière naturelle. L'idée étant... Mais vous avez quand même des projecteurs aussi. Non, surtout pas. Non, on a l'impression qu'il y a des projecteurs. Oui, mais après, je retravaille en post-traitement les photos. Mais il me faut au départ une bonne photo, une belle lumière quand même pour pouvoir retravailler derrière. Je ne suis pas une grande technicienne des logiciels. Mais il me faut une belle photo de base et après je vais retravailler. D'abord la vraie lumière. Oui, tout à fait. Et ensuite un travail. Il faut que l'animal se sente en confiance. Donc, à part le tissu noir que je vais installer, le reste, l'animal est dans son environnement. Oui, vous travaillez devant un tissu noir. Un tissu noir, Ce qui fait évidemment ressortir les couleurs encore plus... L'idée étant de les présenter le plus élégamment possible et de respecter leur couleur. Oui, tout à fait. Et jamais de problème? Non. Non, je réfléchis. J'ai eu une fois une horde de border collies de 2 mois. Donc j'en avais partout. Ça grimpait, j'enlevais les couches de vêtements au fur et à mesure parce que finalement ils m'attrapaient dans tous les sens. Mais à part eux, non, j'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Et alors, je crois que vous avez débuté une seconde activité. Enfin, la même activité avec des humains, des hommes, parce qu'on m'a fait la demande. Oui, on m'a fait la demande de faire la même chose avec des personnes, donc je me suis prêtée au jeu. Mais voilà, je suis toujours dans la recherche du naturel le plus possible. Voilà, je ne veux pas de portraits posés. Donc je veux des gens expressifs, si possible, et puis j'essaie de provoquer des réactions. Quels sont vos maîtres en photographie? J'ai pas de maître, mais j'ai des gens que j'aime beaucoup. Alors je vais aimer forcément des personnes comme Afdon ou Douaneau, voilà, mais je vais beaucoup aimer des personnes comme Vincent Munier en matière de photographie animale, Laurent Baheu. Il y a beaucoup de... J'aime ces photographes parce qu'ils ont enfin montré l'animal dans toute sa beauté. Voilà, on n'est plus sur quelque chose de documenté. C'est plus du documentaire, c'est vraiment de la photo artistique. Hein. Et ils ont réussi à magnifier l'animal. Donc ce sont des photographes que j'aime énormément, oui, tout à fait, qui ont apporté un nouveau regard sur la photographie animalière. Voilà. Après, la photographie concernant les animaux domestiques, c'est un peu plus difficile parce qu'on est toujours sur des choses un peu basiques. Et puis, il y a encore une mise de côté, je pense, qui est faite par rapport au sujet. Voilà. Pas des propriétaires, en tout cas. Non, pas des propriétaires, dans le milieu. Ah oui, dans le milieu. Ouais, c'est toujours difficile de casser un petit peu les images qu'on peut se faire. Et pourtant, ça changera. Et pourtant, mais la photo de mariage j'ai même envie de dire, aussi. quelquefois, il y a quand même des animaux qui sont infiniment plus beaux que les humains. Ça dépend le regard qu'on porte sur eux. Question esthétique, il y a plus de couleurs, il y a plus Ça, c'est pas bien du tout ce que je dis, mais... Non, mais, chers amis de TV Liberté, allez voir sur le site de Morgane Urvois, ça s'appelle Studio Basse-Cour,
tout Studio Basse-Cour tout attaché, et vous serez absolument émerveillés. Et je pense que c'est la visite de votre site est aussi à faire avec des enfants. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est un apprentissage extraordinaire. Oui, oui, oui. On ne vous a pas demandé de faire des livres? Oui, si, j'ai édité à compte d'auteur 2 livres. Ah oui. Le premier, Généraliste, où je présente différentes races en essayant de mettre ensemble des animaux donc, qui ont les mêmes couleurs et les mêmes similitudes dans les postures. Donc ça peut être un chien, un coq ou une vache, une poule, voilà, et on retrouve les mêmes expressions, j'ai envie de dire. Et puis un autre où c'est spécial chat, voilà. Spécial chat, il y a beaucoup d'amateurs de chats. Oui, c'était une demande. Mais moi je suis subjuguée par les coqs, les poules et les coqs. Je trouve qu'il y a une effervescence de la plume, des couleurs, une variété infinie. Tout à fait. Oui. Chez Truffaut, je reste des heures devant toutes les catégories de poules. Oui, il y a une grande variété. Chez les pigeons, c'est pareil. On est Chez surpris aussi, de découvrir toutes ces espèces. Non, vous nous donnez une leçon de choses, en fait une leçon d'animaux qui est assez extraordinaire, Morgane Urvois. Et il me tarde. On voit maintenant sur votre site des photos d'humains? Non, pas encore. Je ferai une petite aparté. C'est ce qui me semblait. Il me tarde de les voir. Oui. Il me tarde de les voir. Et une exposition prochaine? Oui, en Belgique, à Liège. À Liège, oui, bon. Au mois des de mars. amis de TV Liberté qui sont en Belgique. Oui, tout à fait. Et c'est à quelle date? Alors c'est à partir du 11 mars, le vernissage se fait le 11 mars au Théâtre Le Moderne. Très bien. Voilà, galerie ouverture. Il faut fréquenter votre site et oui, il faut aller sur votre site. Voilà, et puis si vous avez un animal qui vous est cher, téléphonez au Studio Basse-Cour et c'est Morgane Urvois qui vous répondra. Voilà. Merci beaucoup Morgane d'être venue nous présenter ces animaux qui vous sont chers et que vous magnifiez, qui sont encore embellis quand ils sont déjà très beaux dans la nature. Merci beaucoup Morgane Urvois. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.